Vas-y, présente-toi. Ok, Yuval, le plus activiste de France, fouteur de merde pour certains, polémiste pour d'autres, et puis bienfaiteur pour d'autres. Ça dépend comment tu te positionnes, mais moi je suis un activiste, j'essaie de faire les choses, des fois je fais du bien, des fois je fais un peu de mal. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais en tout cas, je me bouge le cul pour le milieu. Ok. C'est qui les danseurs qui te font kiffer actuellement dans toutes les disciplines Moi, les danseurs qui me font kiffer, c'est surtout les danseurs qui ont des couilles. Ouais. Moi, c'est ma philosophie, c'est-à-dire que j'ai de la sympathie pour tout le monde, parce que humainement, je suis quelqu'un de sympa, j'ai un bon fond, quoi. Je suis pas quelqu'un d'envieux ou de jaloux, que ce soit, ou de médisant. D'ailleurs, ça se voit que je fais mes retours, j'essaie souvent d'être un petit peu, de pas être trop méchant non plus. Mais moi, les danseurs qui me font kiffer, c'est les danseurs qui vont sortir du circuit pour aller chercher quelqu'un dans l'underground. Voilà. Ouais. Ces danseurs-là, moi, qui sont mes héros. Après, évidemment, il y a plein de mecs aujourd'hui qui sont en train de monter, on va pas se mentir. Je peux te donner plein de noms, un panel de plein de Ouais, noms. vas-y. En pop, j'aime beaucoup Prince, j'aime beaucoup Nelson, Franquet, tu vois, dernièrement, Ness aussi, parce que je trouve qu'il a une certaine mentalité. Ouais. En house dance, Francois, Fabou, que j'avais remarqué il y a longtemps, mais je l'ai vu une seule fois danser, c'est dommage. Baba, parce qu'il a de la gouache, il a du verbe, mais il est gênant. Yuxun, parce que c'est le mec le plus titré qu'on n'a jamais eu en France. En loc, évidemment, Loïc, Piloc, Manu. Tu vois, c'est des figures emblématiques. Et Lounès qui commence à se profiler. Et un Candyman aussi qui est assez intéressant. Enfin, pas tout le temps, mais il est quand même assez intéressant. Après, au niveau hip-hop, Lindsay, Amélie, que j'aime beaucoup. Évidemment, YG, j'annoncerai un nouveau là-dedans. Reggie, mais je trouve qu'il est pas assez mis en avant. Devron, qui a bien cartonné la dernière fois. Oz, la dernière fois, qui arrive dans un événement et qui a un potentiel de fou, mais des fois il a l'impression qu'il va pêcher avec le break, c'est un ancien b-boy, donc voilà. Mais je pourrais te donner quand même pas mal de noms. Et après, en break, les gens que j'aime énormément, moi ça reste Meda, parce que Meda c'est un mec qui a des couilles, et pour moi c'est le principal. C'est-à-dire un mec comme Samir Pourta, parce qu'il a un certain âge, et quand tu vas le défier, il se lève, il y va directement. Benji, parce que Benji c'est mon héros, c'est un peu mon héros, parce que c'est le mec qui va réécrire l'histoire constamment. Mounir, parce qu'il a une certaine humilité et que c'est quelqu'un que tout le monde aime. J'ai oublié aussi en house, Mamson évidemment. Qui est en break que je vois dernièrement, que j'aime beaucoup. Pac qui se distingue pas mal parce que quand même il est assez engagé. Un mec comme Green Tech j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un mec qui quand même il y va vraiment à fond. Ouais. Voilà. Moi des fois c'est plus le caractère que j'aime. Et évidemment qui je pourrais t'annoncer encore en break dernièrement, Dani que j'aime beaucoup. Qui j'ai vu Khalil, mais je trouve qu'on voit pas suffisamment. Ouais. Fatih parce que je trouve qu'il a quand même son univers et que quand il rentre, il peut être incroyable. Mais vrai, ça j'ai découvert dans le combat de Miami. Ouais. Qui j'ai vu dernièrement, moi qui m'a fait halluciner. J'aime aussi Icy Rox, le mec de Lyon, parce que je trouve qu'il fait partie des derniers danseurs qui protègent cette culture qu'on appelle les vols. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà, la liste est vraiment longue, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens que j'aime, mais je vais donner plus de power à ceux qui vont sortir de ce cadre un petit peu idyllique qui est dans les battles où t'es au soleil, t'es au confort et tout est bien. Tu vas chercher, quoi. Voilà. C'est pas danger. Maintenant, je te dis pas qui gagnent, qui perdent, c'est pas très important. Moi, je pense que c'est écrire le moment, écrire leur histoire et peut-être écrire l'histoire du break ou de la danse en général qui va faire qu'à un moment donné, ils vont rester. On va pouvoir en parler pendant une décennie. Ça tombe bien que tu en parles comme ça. J'ai envie de te poser une question beaucoup plus politique parce que ta place dans le game est quand même très politique. Ouais, qu'on se mente pas. Est-ce que on va sortir un peu un discours à la FN? Est-ce que tu penses que c'était mieux avant, sincèrement? C'était mieux. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que oui? En fait, c'était mieux avant. Il y a deux positions. Ouais. Avant, on avait les couilles, on avait l'esprit. Les mecs, ils allaient beaucoup plus au charbon. Et sans être pédisants, sans être malveillants, qui que ce soit. Et je trouve que les héros, enfin les danseurs d'avant, ils avaient plus d'originalité que ceux de maintenant. Pour moi, je peux te donner plein de noms qui ont façonné l'histoire de la danse en France ou au niveau des États-Unis ou même dans le monde en règle générale. Maintenant, le problème, c'est qu'on est rentré dans un cadre qui est très. On a l'impression que les b-boys, c'est des footballeurs. Donc ça veut dire que la plupart, ils ont peut-être les couilles, mais soit c'est contractuel et derrière, les gens qui vont leur dire peut-être qu'il ne faut pas le faire pour leur image, soit eux, ils vont pas avoir envie
de faire les choses. Et le problème, c'est qu'on passe à côté de plein de grosses affiches. Et des fois, quand il peut se passer un truc de ouf, bah, finalement, le truc, il arrive pas et il se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux défier quelqu'un, et ben, des fois, il y a besoin d'avoir genre une raison pour ça. Alors que moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de raison pour défier quelqu'un. Et en plus, il y a des événements qui viennent de plus en plus conséquents, mais tu peux plus monter sur l'événement et puis et casser le plateau artistique ou la programmation sous prétexte que toi, tu as envie quelque part d'assouvir une envie, c'est-à-dire aller le taper parce que c'est peut-être le seul endroit où tu vas l'avoir. Il y a plein d'événements, en fait il y a des codes qui se font mais ils sont invisibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit sur l'enseigne du Battle of the Year que tu peux pas monter sur scène et défier quelqu'un, mais tu sais que tu n'iras pas. Tu peux pas aller sur la BBC One, sur la grande scène et puis mettre une bite et qui que ce soit. Est-ce que pour toi le Battle of the Year justement c'est encore un gros événement aujourd'hui? Bah ça, il est important sur le fait qu'il a écrit l'histoire du break, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont repris la danse grâce au Battle of the Year 95, qui était un événement quand même assez marquant. Maintenant, par rapport au Battle of the Year en France, il a perdu son crédit. Je trouve que c'est plus le... À l'époque, Battle of the Year, on y allait tous en courant. Aujourd'hui, on n'y va plus parce qu'avant on y allait pour l'événement et surtout pour les à côté par rapport à la place de la Comédie. Et il se trouve que depuis de nombreuses années, ben, la plupart des danseurs aujourd'hui, on dirait que... Et tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est peut-être l'organisation? Est-ce que c'est quoi en fait? Après, moi je pense que l'organisateur du Battle of the Year, enfin on va dire l'association Attitude, ils font ce qu'ils peuvent par rapport à l'événement. Mais aujourd'hui il y a tellement d'événements que les gens, s'ils font pas Battle of the Year, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il y a la contrainte de faire le show. Et s'enfermer pour faire un show, des fois c'est pendant 3-4 mois, c'est des crises de nerfs entre chacun parce que tu découvres l'ego d'un tel qui veut imposer son idée. Donc voilà, c'est des histoires internes par rapport au groupe. Et des fois les groupes n'arrivent pas à survivre à Battle of the Year parce que finalement ils se tuent, ils font le show. À la fin, ils sont pas sélectionnés, donc à la fin, les mecs ils en peuvent plus. Et puis ils en peuvent plus pas par rapport au juge, ils en peuvent plus carrément directement par rapport au Battle of the Year. C'est-à-dire que finalement, il y a un truc qui est un peu faussé. Normalement, quand tu fais un battle et qu'à un moment donné, tu estimes qu'il y a un boycott, c'est pas l'événement, c'est pas lancé dans sa grandeur. C'est le juge quoi. C'est le jugement. Mais les gens ils font l'amalgame et des fois il y a ça. Donc, mais par rapport au Battle of the Year, moi je trouve qu'ils ont péché parce qu'à l'époque ils gardaient un côté un peu vastement endoglant. Aujourd'hui je peux aller au Battle of the Year, notamment qui a lieu le 21 juin, et je peux y aller, je sais que dehors il va rien se passer. On dirait que les mecs ils viennent. Tu revendiques toujours ce côté underground et tu trouves que le côté underground en fait c'est ce qui a toujours fait évoluer tous les événements. Et que je pense que l'underground il est mort. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des danseurs, que ce soit... et c'est à cause des grosses têtes qu'il est mort. En France ou partout? Dans le monde entier. Dans le monde entier? Parce que pour moi, si le break il est mort au niveau de c'est la faute des grosses têtes. C'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui donnent la tendance. Si les grosses têtes, ils vont commencer à se pointer, et ceux qui sont en dessous, ils vont suivre. Sauf que si les grosses têtes, ils sont là et ils font leur bonhomme de chemin parce que quelque part, ils ont un plan de carrière, on va savoir, chacun a sa définition par rapport au break, mais ils n'ont pas compris l'essence du break. Pour moi, le break, c'est violent. C'est clair, c'est net, c'est Génération 73. Je peux raconter plein d'histoires de l'époque de la génération du break où c'était vraiment violent. C'est les codes des gangs. Sauf qu'entre temps, il y a eu des entreprises comme Red Bull et d'autres. Red Bull, il y a eu des enseignes comme Battle of the Year. Il y a eu des gros événements qui ont pris une part de marché par rapport au break, qui ont donné un petit peu leur vision par rapport au break. Mais en dehors de ces événements-là, même si chez eux tu dois bien te tenir et que c'est un sacerdoce, tu arrives, là, il y a des contraintes et tout, et en dehors de ces événements-là, tous ces grosses têtes-là pourraient faire des choses. Quand tu regardes côte à côte tous les plus gros événements qui sont arrivés dernièrement, la plupart des grosses têtes sont pas partis se défier. À aucun moment. Tu peux mettre toutes les grosses têtes dans le même lieu maintenant, il n'y en a aucun qui va se défier. Justement, c'est peut-être parce que, comme tu dis, ils ont pris la grosse tête, non? Je suis pas sûr que ce soit. C'est quoi alors? J'ai l'impression qu'ils ont pas la culture du b-boying. C'est-à-dire que quand tu vas... Est-ce qu'ils l'ont eu un jour, tu penses? Non, moi je trouve qu'ils l'ont pas. Parce que quand tu regardes sur l'année 2014, 2015, 2016, tu regardes qui a défié qui, mes couilles, personne pratiquement. Les gens ne vont plus chercher. Et le problème, c'est qu'ils ont tué l'underground. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'arriver dans un événement et puis aujourd'hui, tu vas gagner ton point, c'est bien pour ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, à quel moment tu peux te dire que tu es fier de toi? Puisque tu es fier de toi parce que tu as gagné un battle, tu l'as gagné, ok, tu as bien lancé, mais il faut voir aussi qui a jugé. Ça, tu changes de jury, tu sautes. Donc, c'est pas ça qui te donne vraiment ton blaze. Pour moi, pour avoir son blaze, il faut aller dans la street. Quand je dis la street, ça veut dire, on va dire les spots. Je vois, référencés. Et tu vas chercher une tête. Ou tu arrives dans un battle, tu prends une personne, tu prends ton micro, tu l'appelles devant tout le monde. Parce que quelque part, il faut que tu gagnes. Quand les gens te parlent d'underground, ils pensent que ça va être dans une cave, en bas, personne ne le voit, derrière le Neufil de Toulouse qui est derrière. Mais là, ça n'intéresse personne. Quand tu as un blaze, tout le monde prend son portable et tout le monde te filme. Parce que tu as un nom. Après, évidemment, tu peux avoir des petits noms qui vont aller chercher les gens. Mais ça n'intéresse pas le grand peuple. Les gens, ils veulent des blazes.
C'est quand les gens ils payent des sommes pas possibles pour aller voir Mayweather contre Pacquiao là, c'est parce que c'est des blazes. Donc tout le monde veut voir des blazes. Et c'est la réalité. Le problème c'est que maintenant pour que les blazes ils arrivent à se défier, bah c'est une vraie galère. Parce que plus personne va défier de eux-mêmes, ils vont pointer personne. C'est quoi le plus gros événement pour toi aujourd'hui? En underground ou non, le plus gros événement, tu définis ça comme tu veux. Pour moi, l'événement qui reste pour moi magique, ça reste quand même Freestyle Session. Freestyle Session, c'est quand même un événement qui est assez important. Parce que nous, on a grandi avec Freestyle Session, Clash 2000, les battles qu'il y avait au Texas, le Pro-Am pour être à l'époque. Après, Freestyle Session, pour moi, ça reste quand même l'événement phare. Après, en France, t'as quand même beaucoup de beaux événements. Attention, on va pas se mentir. Faut pas non plus être que médisant. Il y a quand même des... Moi, ce qui me gêne, c'est la mentalité du break. Je trouve qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont des places, mais personne va défier personne. Je suis choqué par ça. C'est bien qu'on parle justement de blazes et tout ça. Il y a quand même deux gros événements aujourd'hui qui réunissent pas mal de blazes. Le Red Bull et l'autre que tu connais, le UDEF. UDEF. C'est une concurrence entre Red Bull et Monster. Tu préfères, franchement, aujourd'hui si... Non mais attends, mais là, aujourd'hui, si tu souhaitais être invité quelque part, ce serait où? Bah comme tout le monde, UDEF. UDEF? Bien sûr. Pourquoi pas Red Bull? Pourquoi pas Red Bull? Mais parce que Red Bull, en fait, ils ont fait du bien et du mal. Le bien, pour moi le bien, je le dirais toujours, je défendrai toujours Red Bull par rapport à ça. Parce que je veux pas non plus dire Red Bull ils sont... Non, Red Bull ils ont fait du bien, ils ont créé la All-Star, les All-Stars ils sont payés, je trouve que c'est très très bien. Parce que ça veut dire que quelque part, c'est une promesse pour la nouvelle génération de se dire que quelque part c'est une réussite sociale. Tu vois, ce genre de truc. Maintenant, en plus de ça, ils font plein de qualifs partout, mais la plupart des danseurs, quand ils vont monter sur la grande scène, ils sont payés pour ça. Donc tu vois, donc déjà, rien que ça, ça veut dire que je peux pas vraiment parler. Et tu crois qu'il y aura des All-Stars encore dans 10 ans? Parce que déjà, ceux qui gagnent le Red Bull aujourd'hui, ils vont pas dans les All-Stars. Mais la promesse alors, c'est quoi? La promesse, c'est qu'à mon avis, Red Bull, ils visent des marchés et des continents. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont peut-être besoin d'avoir des pays, des danseurs qui gagnent ou qui se distinguent au sein du Red Bull BC One, mais peut-être d'origine différente que par rapport au panel qu'ils ont déjà. Parce que je pense que la plupart des All-Stars, ils représentent peut-être, on va dire, soit ils sont démarqués de ouf dans les Red Bull, soit ils représentent peut-être un marché dans leur pays. Ça, on peut voir comme ça. Et je pense qu'il y a plein de pays, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui dansent, donc c'est encore des marchés à conquérir. Maintenant, par rapport à la différence avec UDEF, c'est que UDEF, t'es payé à partir du centième, et c'est open. Toi, c'est plus pour la condition du danseur, quoi. Bah déjà, c'est la même chose que Red Bull, sauf que t'es payé à partir du centième, et qu'en 2 ans, ils ont réussi à se mettre en face de Red Bull BC One. Et ça c'est incroyable mais vrai. Après évidemment c'est toujours une question d'argent. Évidemment que là d'un côté tu as une entreprise qui s'appelle Red Bull BC One qui a des parts de marché, qui a de l'argent de ouf. De l'autre côté tu as un millionnaire, un millionnaire on va dire. Je pense pas que c'est un milliardaire. Millionnaire qui lui va œuvrer pour la culture hip-hop et qui est plus proche des danseurs parce que qui c'est qui Red Bull? Tu les connais toi? On sait pas qui se cache derrière Red Bull. Ils sont en Autriche très bien mais on connaît pas les visages, on sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Tu vois, ils œuvrent dans plein de choses différentes par rapport aux cultures urbaines. Alors que le mec lui c'est un ancien b-boy. C'est Silverback, tu peux l'approcher, tu peux lui parler, on peut parler de break avec lui. Donc déjà l'approche est différente. Ok. Mais j'ai une autre question, alors j'ai deux questions, mais une qui est quand même assez importante. Ça fait quand même des années que voilà, il y a plein de controverses, il y a des gens qui créent carrément des pages Facebook sur toi, etc. Mais qu'est-ce qui peut justifier toute cette haine en fait? C'est quoi? Est-ce que ça reste vraiment le hip-hop? Parce que finalement, au bout d'un moment, le discours Yuval fait chier dans le hip-hop, on l'aurait déjà compris. Mais là, ça continue. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Moi, je trouve que c'est inutile de faire ça. Parce que pour moi, la philosophie, c'est tu te plains d'un état de fait, et propose une alternative. Si c'est moi je te dis Red Bull c'est pété, c'est nul, et derrière moi je propose aucun événement gratuit, mais je suis claqué moi aussi. Moi j'ai été connu, je me suis fait connaître parce que j'allais défier les gens, premièrement. Ensuite parce que j'ai créé les plus grosses affiches au monde, au niveau de l'underground. Et surtout parce que j'ai façonné, je n'étais pas tout seul, mais je suis la personne la plus visible par rapport à ce qui s'est passé à Châtelet-Halles. J'ai organisé beaucoup de manifestations à Châtelet-Halles. La défense, j'étais pas tout seul non plus, parce que j'avais une team avec notamment Tonise, Stiga, comment il s'appelle, Steady évidemment, Plémo. Ça c'était plus la team, et Henrik, plus la team du Debout, et Céline. Mais pour le break, je faisais tout seul par exemple. Et JP qui m'aidait au début. Mais pas à l'époque de la défense, on n'était plus vraiment ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que
j'ai toujours œuvré pour les événements qui sont gratuits. Et aujourd'hui, c'est quoi mon événement? Ça a été le Chin City, qu'on organise avec Greg. Mais là, pourquoi on s'écarte pas? Là, tu viens de me citer plein de monde, etc. Ouais. Mais en général, quand tu as des gens qui t'attaquent, etc., mais tous ces gens-là, ils sont où? Ben, franchement, le souci c'est que j'ai toujours été attaqué. Au départ, mes attaques c'est toujours les mêmes. Sale juif, sale youpan, que des histoires, toujours parce que je suis juif. Et le problème c'est que des fois les mecs, comme c'est des incompétents, ben, ils se cachent derrière la religion. Et ils disent que dans les pop il y a un ascenseur qui est social. Mais pas du tout. Dans les pop on doit être 5 juifs. Donc c'est pas comme s'il y avait une communauté qui pouvait m'aider, vas-y chacun cède. Ça n'existe pas ça. Mais les mecs, comme ils créent rien, ben, ils disent c'est normal, c'est un juif, il est partout, il est speaker partout. Ça existe, ça. Et ça arrive souvent quand il y a des problèmes. Oui, c'est un peu la théorie du complot, quoi. Bah, les mecs, quand ils m'envoient des messages, personne ne les connaît, voilà, c'est des petits jeunes, voilà, ils m'envoient des messages, ouais, c'est un juif, tu veux niquer le hip-hop. Enfin, c'est toujours en rapport avec le hip-hop et ce que je suis, ce que je représente. Maintenant, moi, j'arrive pas avec une kippa dans les événements, tu vois. Je suis fudge, je m'en amuse, moi, de ça. Je le prends à la dérision. Mais le problème, c'est que comme les mecs, c'est des incompétents et qui sont pas capables de pouvoir créer des choses, bah des fois, ils me ciblent. Je pourrais pas te donner de noms vraiment qui sont mes ennemis, mais moi je pense que j'ai pas vraiment, moi je pense que j'ai pas vraiment d'ennemis. Je pense que c'est juste des gens qui devraient créer les choses et se rendraient compte que finalement il n'y a rien de facile. Et c'est plus facile de dénigrer que de créer. Et c'est les mêmes qui se plaignent des sons de DJ. Je sais pas, je pense pas. Ouais, tu penses pas? Parce qu'il y a certains DJ qui pensent que ces gens-là qui t'attaquent, en fait, ils font la même chose avec les DJ apparemment. Donc du coup... C'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Moi je pense que j'ai toujours été attaqué parce que je suis quelqu'un de très exposé. Ouais. Donc par rapport à ma fonction... Et ton état d'esprit, c'est quoi? Ça t'affecte? Ça te passe au-dessus? Aujourd'hui, t'es comment? Franchement. Je me dis, moi je suis un activiste. Mon travail de speaker, c'est bien, mais c'est pas ça qui me donne un pouvoir dans le milieu. Ce qui me donne un pouvoir dans le milieu, c'est que chaque année, je me tape en 2015 pour travailler en 2016. Là, je me tue en 2016 pour avoir le travail en 2017. Mais maintenant, moi au départ, quand j'ai créé le 1000% et quand je faisais mes événements WAL, ben, on m'a jamais donné 1 euro pour le faire. Je le faisais parce que je voyais qu'il y avait une carence. Je voyais qu'il y avait plein de gens qui s'entraînaient à Châtelet-Yal, mais j'étais comme tout le monde. J'étais quelqu'un qui me disait putain mais faut créer ça, faut créer un tel contre un tel. T'es un peu aujourd'hui le Jeanne d'Arc de la culture quoi. tu sais que de toute façon, vu ta place, vu ton importance et vu ce que tu fais, tu seras forcément sacrifié sur la place publique. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Non, je sais qu'il y a des gens qui m'apprécient pas, mais moi je n'ai rien fait personnellement. Ça c'est la première des choses. Ensuite, je peux gêner parce que je suis omniprésent. Je suis dans tous les événements. Et en plus, moi je suis carrément hip-hop. Être carrément hip-hop, c'est dire je suis le meilleur. Voilà, ça c'est hip-hop. Parce que le problème c'est que cette culture hip-hop, depuis le début, on est dans le défi. Après moi c'est un personnage. Parce que moi ça me gêne pas de te dire là tout de suite au micro, Malik il est meilleur que moi, Momo il est plus fort que moi, Rodrigue c'est un tueur, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est plus mon personnage. Je m'en fous d'être premier ou dernier en réalité. Oui, c'est pour faire vivre aussi le truc quoi, c'est le côté traditionnel du truc quoi. Mais derrière, j'y crois même pas, je m'en fous. Si demain à la fin de l'événement tu me dis Val t'as pas cartonné, je te dirais bah t'as raison, t'as droit et tu te remettras en question. Bien sûr, et la prochaine fois bah je ferai mieux. Et c'est même déjà arrivé d'aller voir les organisateurs et de dire écoute bah paye-moi la moitié, ou me paye pas du tout si t'as envie. Ah ouais pourquoi? Bah je trouve que j'ai pas cartonné. Mais si Val t'as cartonné, bah alors si tu juges que j'ai cartonné, bah tu me payes pleinement. Si tu estimes que j'ai pas cartonné, bah t'as droit. Parce que même moi, je trouve que j'ai pas cartonné par exemple. Ça, moi ça me dérange pas d'avoir ce truc là avec les danseurs. Et puis quand je te dis je suis important, c'est parce que derrière quand je fais un événement, enfin quand je suis speaker dans un événement, mon attribution elle est payée pour animer l'événement. Mais moi je suis plus que ça. Et à la fin, je reviens et je fais le retour de l'événement. Mais je suis pas obligé. Ça c'est fort ça. Mais ça c'est que des problèmes. Parce que c'est une responsabilité de fou. Parce que tout le monde veut lire, tout le monde lit par rapport à ce que je vais écrire sur sa personne. Mais derrière, t'as des fois des mecs qui m'appellent, qui sont pas contents, mais pourquoi t'as écrit ça sur moi? Mais je suis pas une groupie moi. Et est-ce que je suis une pop-up girl? Je suis pas là pour dire que ce que tu fais tout le temps, de tout temps, c'est chambé. Des fois, ce que tu fais c'est bien, des fois c'est moins bien. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi qui te critiquent. Si je te critique, c'est parce que justement je m'intéresse à toi. Si je m'intéressais pas à toi, bah, je mettrais rien sur toi. Et la fois d'après, ce que je vais écrire, ce sera peut-être plus dithyrambique que toi, sera peut-être meilleur parce que tu auras réussi à me séduire. Et puis peut-être que même toi, tu as le droit de faire un retour et puis de t'auto-promotionner. Tu as le droit de dire à tout le monde si tu as envie, tu es le meilleur. Tu es le meilleur, ouais. Aujourd'hui, il y a le fameux débat, il y a un petit collectif qui s'est formé avec le Movement, dont tu fais partie.
C'est quoi en fait concrètement? Parce que y en a qui comprennent pas. Bon, alors il y en a qui découvrent même qu'il ne s'agit pas du diplôme d'État aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu parler de ce mouvement plus précisément? C'est un mouvement qui est né avant moi. En fait, c'est un mouvement. Moi, je suis arrivé vers la fin. Au départ, qui s'est battu contre le DE. Après, qui a tergiversé un peu autre chose. Après, quand quand le ministère est revenu avec le DNSPD, là c'était différent. Et ils ont commencé à vouloir à faire en sorte de ramener un maximum de monde. Sauf que les gens, ils sont tous ok, ils sont tous contre. Mais il n'y a personne qui est là à guerroyer réellement. Parce que quand c'était la première réunion, on était 22. La deuxième, on était 17. La troisième, on était 12. Parce que les gens, ils ont un militantisme très réduit, tu vois. Donc moi, je me suis dit dans ma tête... Mais pourquoi le mouvement en question n'arrive pas à fédérer aujourd'hui alors selon toi? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas un discours? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas un discours qui est plus fédérateur, ou alors ce sont les acteurs même qui manquent de couilles? En fait, c'est pas ça, c'est que nous, on avance au gré des informations qu'on a. Après, les informations, faut savoir que quand on parle avec le ministère, les choses qui reviennent constamment, c'est le fait que le ministère travaille aussi avec les gens de la culture hip-hop pour les épauler, mais ils donnent pas les noms, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Donc on travaille, déjà, il faut qu'on fasse le ménage chez nous, dans la culture hip-hop. Ensuite, nous, on a chacun nos vies. C'est-à-dire que moi, je suis dans le mouvement, mais moi, j'habite ici. Et les réunions du mouvement, c'est là-bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne sur mon temps, que j'aille aux réunions. Tu vois, ça te prend dans ta vie de tous les jours. Et moi, ma vie de tous les jours, je me suis essayé de mettre en avant ce qui se passe par rapport au mouvement. Parce que le mouvement, comme tu dis, c'est un intérêt qui est général. On se bat pour la culture hip-hop. Ça veut pas dire que si demain, il y en a un qui doit parler au nom du hip-hop, ce sera moi. Non. Moi, à la rigueur, j'ai rien à gagner parce que je suis lié en compagnie. Et je donne pas de cours, réellement. Donc finalement, je suis même pas, ça me touche même pas. Tu vois, ça touche même pas mon cadre de travail qui est animer les événements ou organiser les événements. Donc je suis pas touché. Mais par contre, je fais partie de la culture hip-hop, donc je suis pas juste avec du blabla à dire je suis hip-hop, non. J'y vais, je les aide, je leur donne mon appui. Si je peux faire avancer les choses, je le fais. Mais je suis qu'une personne parmi toutes ces personnes-là. Et je vais même te dire même mieux, dans le mouvement, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts sur le sujet que moi. Et quand on arrive par rapport à des ministres, quoi que ce soit, moi je parle même pas. C'est eux qui doivent parler parce que eux connaissent bien le dossier, eux ils vivent ce problème-là. Moi je le vis pas réellement. Moi je suis juste quelqu'un qui les accompagne, mais je suis quand même fédérateur, je suis quand même figure de proue, je suis quand même quelqu'un qui encense la nouvelle génération. J'ai quand même un pouvoir. Je suis dans tous les événements. Si je veux, je prends 5 minutes et je parle de ça pendant 5 minutes dans tous les événements si je veux. Avec tout ce que tu viens de dire, quand même, c'est un discours assez pessimiste. C'est un tableau un peu noir là que tu dresses de la culture aujourd'hui. Est-ce que tu vois un avenir encourageant pour la culture aujourd'hui? Le problème, c'est que cette culture, elle est étatisée. Donc ça veut dire que les gens ils ont du mal à comprendre que l'underground est mort et que derrière, aujourd'hui, si on arrive à avoir plein de choses, c'est parce que derrière, il y a quand même des subventions. Tu vas dans d'autres pays, les mecs ils ont plus de mérite que nous. Tu vas dans des pays comme la Tunisie, ils ont 3 événements dans l'année, enfin avant, à l'époque où moi j'y allais, et ils s'entraînaient toute l'année pour ces 3 événements. Nous en France, 3 événements, c'est aujourd'hui si t'as envie, pour donner une idée. Mais le truc, c'est que je me dis, aujourd'hui, on veut être contre le système, mais on est dans le système, parce qu'on travaille avec l'État. Maintenant, le fait qu'il y ait plein d'événements, c'est tant mieux parce qu'il y a des petits moyens d'événements, ça permet à beaucoup de monde de pouvoir se promotionner, se faire son blaze, peut-être être son premier événement, tu vois, découvrir si on veut. Et à côté de ça, ça permet à une économie alternative de pouvoir se créer, notamment avec des speakers, des DJs, ce que tu as envie. Et quelque part, c'est un divertissement social pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que derrière, on travaille main dans la main avec les communes et personne ne se pose des vraies questions parce que la réalité, c'est que quand on arrive sur un événement, personne ne se demande si tu travailles pour une commune qui est du Front National, on va savoir. C'est-à-dire qu'on est politisé au niveau de la culture, mais pas ce qui se passe derrière. Dans chaque événement, nous, les speakers, on est amenés à devoir présenter un élu. Et cet élu-là, il fait partie d'un parti, tu vois. Bien sûr. Donc derrière, il y a plein de choses qui se font. Bon, nous, on arrive avec nos œillets, on essaie de faire l'événement parce qu'on pense que c'est un avis objectif, vraiment, mais seulement au service de la culture, si je comprends bien. C'est ça. Et quand tu dis pessimiste, pas tant que ça. Parce que Parce que là, pour l'instant, j'ai pas encore entendu un argument qui dit que voilà, la culture va exploser dans quelques années. En fait, moi, je peux pas te dire qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. Tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le live streaming, ça prend un pas assez important et qu'aujourd'hui, le hip-hop, je pense que plus tard, le hip-hop, ça va être, tu veux voir un battle, tu payes 2 € et tu vois ton battle en live stream, ce genre de truc, si tu veux pas te déplacer.
Tu vois, ça va être des formats comme ça, je suppose. Peut-être des DJ qui vont mixer sur les platines, comme ça, un peu comme dans les films, tu vois. Il y aura peut-être ça. Peut-être des speakers qui vont devoir employer d'autres formules, d'autres choses, et qui vont vraiment devoir connecter vraiment le plateau artistique. En fait, si je comprends bien, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui il y a le hip-hop, mais la culture est en train de mourir, quoi. Bah, moi j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'en France il n'y a pas de culture hip-hop. Tout simplement. Voilà, donc il y a le hip-hop, mais il n'y a pas de culture hip-hop. Mais non, parce que la plupart des jeunes qui sont dans la culture hip-hop. C'est important de le dire aussi qu'on. Ils sont pas dans la culture hip-hop. Eux, ils vivent leur moment, ils sont le produit de leur génération, ils viennent, ils dansent et voilà, il y a des battles tous les week-ends. Ils kiffent plus que ceux qui sont dans la culture, en fait. Qui se revendiquent être dans la culture. Parce que nous, on veut être quelque part un peu des gardiens. Après, moi, je suis peut-être un gardien un peu maladroit, je suis peut-être pas le meilleur des gardiens, ce qu'on a envie, mais par contre, de tout temps. Depuis 95, on a toujours entendu mon nom. Ça fait 21 ans que je fais partie des gens qui sont en haut de la pyramide. Clairement. Je suis pas ça non plus, mais je suis en haut de la pyramide, mais parce qu'on se donne les moyens d'être dedans. C'est-à-dire que si demain je trouve un spot gratuit, je referai les événements gratuits parce que je suis quelqu'un. Moi, mon truc, c'est que la France, ça devient le spotlight, ça devient l'endroit où tout le monde se tue. C'est la France qu'il faut regarder. Ça a été ça à un moment donné avec la défense. Oui, voilà, oui, ça a été. Mais après bah, je suis comme tout le monde. J'arrive à un certain âge, j'avais mon énergie, mon envie. Ça me saoulait en fait, ce qui me saoulait, c'était de devoir tout le temps tricher, mentir, manipuler les gens pour arriver à ce qu'ils passaient à 1000%. Ça me saulait. À chaque fois qu'il y avait une grosse affiche, il fallait que je monte d'eux. Et les gens ils vivent leur grand moment, mais moi après je me fais des ennemis qui prend tout, ils serrent plus la main les mecs parce que tu l'as menti. C'est bien que tu parles d'amis et tout ça, parce que j'allais te demander, est-ce que tu as des amis aujourd'hui? Bien sûr. Qui? Booba, Domka, Loïc, Benji, c'est un peu différent. Meda. Meda évidemment, c'est mon frérot. Samir Courta. Qui je pourrais te donner vraiment, mais je te parle des gens qui sont proches de moi. Bien sûr. Lino, Momoz, Malik, parce que quand même, on se travaille ça fait quand même des années, ça fait 10 ans qu'on travaille en binôme la plupart du temps. Qui je pourrais te donner, Axon, Montel, Steady. J'ai quand même. Il y a du monde derrière. Greg, mais du coup, j'ai quand même des gens qui sont quand même proches de moi. Mais moi, les gens ne me connaissent pas, et moi je suis une personne, je suis très accessible, et je suis une bonne personne. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à dire que je suis quelqu'un, je vais parler avec tout le monde, je dénigre personne, je suis le premier à m'excuser si j'ai fait une erreur. Enfin, tu vois, je suis pas sur ma montagne là à oui, tu distingues bien ton personnage, voilà, et ce que tu es au fond, quoi. Mais moi ça me dérange pas d'aller voir quelqu'un, je vais présenter mes excuses. C'est ça pour moi un homme, c'est savoir à un moment donné. Oui, se remettre en question, quoi. Ou aussi reconnaître ses torts quand il faut. Bien sûr. Ça tombe bien parce que j'ai une question quand même c'est une question que les gens se posent aussi aujourd'hui. Est-ce que Benji Lilou c'est fini? Je pense que c'est fini, moi. Je pense que Benji Lilou c'est fini, je pense que c'est une page qui a été tournée, je pense qu'il y a eu un moment, ça s'est pas fait. Tu te doutes bien que je pose pas la question pour rien, parce qu'il y en a. Voilà, parce que les gens ont l'impression qu'aujourd'hui Paris-Lyon c'est la mort, quoi. Ben moi j'aime beaucoup les Lyonnais. J'aime beaucoup les Lyonnais. Je connais pas forcément les gens de Vaux-en-Velin, je ne connais pas forcément, mais j'ai quand même pas mal d'amis à Lyon. J'ai rien contre Lyon. Et ça n'a jamais été une guerre entre Paris et Lyon. C'était juste deux b-boys qui devaient s'affronter parce que la plupart des gens avaient décidé. Mais les gens continuent ça aujourd'hui, en fait, ça les fait fantasmer. Bien sûr qu'on me casse la tête toujours avec cette histoire-là, mais moi, j'ai envie de te dire, quand on l'a créé il y a 3 ans, moi je pensais que ce que je faisais, j'allais dans le bon sens et que ça faisait plaisir aux gens. Après, il allait découler donc demain, si Lilou t'invite au battle de Vaud, t'y vas. Le problème, c'est que moi et Lilou, on ne s'adresse pas la parole. On se parle pas. Mais pourtant, c'est fini. On ne se parle pas, c'est dommage, on se parle pas. Je trouve que c'est un peu ridicule qu'on se parle pas parce qu'on arrive à des âges où on devrait pouvoir se parler. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un appel pour dire à Lilou, arrêtons cette histoire ridicule, quoi. Si un jour il m'appelle et il me dit on discute, je vais discuter avec lui parce que j'ai aucune animosité envers lui. Mais pourquoi toi tu vas pas discuter alors? Tu irais pas? Parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Voilà. Mais c'est pas forcément qu'avec lui, c'est qu'à un moment donné, dès que ça a un rapport avec Benji, c'est souvent des choses qui viennent un petit peu de la région. Et cette histoire-là, ça t'a créé des embrouilles encore? Ça va plus créer des embrouilles avant. Et aujourd'hui un petit peu, avec Pelé, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on s'est un peu embrouillé, il était énervé. Ouais, il était énervé. Le problème, c'est que quand Ben y parle,
Bah c'est moi qui paye. Bah ouais. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, Benji, lui, on le voit vraiment jamais impliqué dans les embrouilles. C'est que c'est toi directement qui prends. Mais ça, c'est aussi la place. Je suis au cœur le tour, en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est aussi, quelque part, c'est aussi la place que tu prends dans la vie de Benji. C'est-à-dire que tout le monde t'identifie comme étant quelque part le père spirituel de Benji. Ouais. Donc forcément, dès qu'il y a un truc, c'est toi qui prends. Bah, en fait, on pense pas pareil. Benji, il aime pas Red Bull, moi j'aime Red Bull. Ouais. Moi, j'ai rien contre Red Bull. D'accord. Alors vraiment, je peux le dire. Et la dernière fois, j'ai pris une photo, j'avais ma tenue, j'avais mon haut Red Bull, parce que j'ai rien contre eux. C'est Ben qui a décidé à un moment donné de s'attaquer au All-Star, mais le problème c'est que tout ce que Ben fait, eh ben, ça découle sur la personne. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce qu'il fait? Mais tu peux pas être toujours d'accord avec ce que Benji fait. Voilà. Parce que Benji, il a 34 ans, c'est un adulte, il prend ses décisions. Après, le problème c'est qu'on est un binôme qui, avec les années, bah, ce binôme il n'arrive pas à se dissocier, c'est-à-dire que pour les gens, il n'y a pas de Benji, c'est comme Brahim et Lilou, tu vois, même si aujourd'hui on ne les voit plus forcément ensemble, bah, c'est des binômes qui sont, on a grandi avec eux. Ouais. Tu vois, moi je les ai vus, je les ai connus jeunes, tous. Et je trouve ça navrant, moi je trouve ça navrant que moi je puisse pas aller au Battle de Vaud par exemple. Ça, je trouve ça navrant parce que c'est peut-être un événement, ça m'aurait intéressé d'y aller, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que si c'est pour aller me faire embrouiller tu vois, par des mecs qui vont vouloir me faire allégeance à telle ou telle personne, tu vois, et après ça va créer des problèmes. Donc c'est pour ça que j'y vais pas. Je me dis bon voilà, évitons les soucis. Voilà, à mon âge, je peux besoin de m'embrouiller avec les gens, on peut discuter, tu vois, on est adulte quoi, tu vois, à un moment donné. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut quand même discuter avec les gens. Et quand tu sens qu'il y a trop de tension, que ce soit avec Lyon ou peut-être avec d'autres villes, et ben des fois il faut juste prendre un peu de recul. Mais moi, j'ai aucun problème avec les Lyonnais et je serais même d'avis carrément d'interviewer tous les Lyonnais. Tu vois, pour te dire, pour savoir un peu ce qu'ils pensent, leur vision, sans même parler de l'affaire Benji Lilou, parce que pour moi, ça c'est hier. Ouais. Moi, et puis ça les regarde. Hein? Et puis ça les regarde aussi quelque part. Mais voilà, j'ai pas envie que quelqu'un me dise non vas-y je fais pas ton interview parce que il est dans l'affaire Benji Lilou, ça me casse les couilles. Parce que finalement, à chaque fois que je me retrouve dans un événement où il y a quelques Lyonnais, des fois tu sens un peu les tensions, tu sens un peu les trucs, c'est un peu relou. En gros, le message que tu leur passes aujourd'hui, c'est arrêtez, moi j'ai rien contre vous quoi. Mais j'ai absolument rien contre eux. Demain je peux aller à Lyon, interviewer tous les danseurs. Demain il y a un battle avec des Lyonnais, je vais jamais leur faire un mauvais retour, sauf s'ils sont mal dansés, évidemment. Il y a des gens que j'aime énormément à Lyon. Bilal me l'a dit, je trouve que c'est une belle personne. Doudou Patate, il déchire. Riyad, je le connais un peu moins, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était chambé. Comment il s'appelle Salim, c'est un frérot. Salim Pokémon, c'est un frérot. Afid, Mabrouk. La plupart des Pokémon que j'ai connus à l'époque, j'ai toujours des très bons rapports avec eux. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec les Pokémon. J'ai aucun souci avec eux. Et je me verrais même pas dire du mal sur eux parce que j'ai rien contre eux. Rien contre eux. À un moment donné, tu sais, on arrive à un âge, faut pas être ridicule. Voilà, ça je vais te dire. À un moment donné, à mon âge, j'ai pas de la haine contre qui que ce soit. Ouais, t'es digne quoi. Moi, je peux me mettre en face de n'importe quel Lyonnais, discuter avec lui devant tout le monde. Si je dois présenter mes excuses, je le ferai. C'est pas un problème. J'ai pas de problème avec ça. Je sais reconnaître mes torts, tu vois. Après, je pense pas que je sois quelqu'un qui fasse du mal aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui crée la scène française. Après, je vise pas les hommes, je vise les danseurs. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où ils vont danser. Après, je suis pas là pour dire du mal sur les danseurs. Ouais. Il est où l'intérêt? Je suis pas là pour. Je suis pas un bourreau, moi. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de créer des moments anthologiques, si j'arrive. Et puis, si quelqu'un d'autre que moi qui va le créer, je vais aller pour regarder, moi aussi, parce que ça m'intéresse. Donc, j'ai absolument rien contre Lilou, j'ai absolument rien même contre Pellegrino, j'ai rien contre lui. Et pourtant, il est venu me prendre la tête, j'ai rien. Vraiment, je te dis rien, j'en veux pas, rien du tout. Je me dis, il était énervé. Il s'est lâché, il a dit ce qu'il avait à dire, ok, très bien. Bon. Maintenant, je pense qu'on aurait pu s'asseoir et discuter, et si j'avais fait une erreur, j'aurais pu présenter mes excuses. Tu vois, au lieu de ça, on s'est embrouillé devant tout le monde. À nos âges, c'est ridicule. Ouais, à mon âge, c'est ridicule. Ça veut dire, tu te mets tu vois, c'est carnaval, quoi. Et imagine si mes amis étaient avec moi, à ce moment-là. Ah, ça aurait dégénéré. Si mes amis étaient avec moi, ouais. Ça aurait été, oui, ça aurait dégénéré pour rien quoi. Ça aurait été vraiment, là ça aurait été un vrai problème par contre. Et donc pour en terminer, là où est-ce que tu vois le hip-hop dans les 5 prochaines années? Bah je me dis déjà l'un de monde est mort, donc déjà ça c'est un vrai problème. C'est déjà réglé. C'est un problème vraiment,
Parce que même moi, je suis même pas sûr que je vais vouloir faire des affiches parce que c'est pour avoir tout le temps des problèmes, ça me casse les couilles, hein, pas que ça fout non plus. Il y a ça déjà. Ensuite, j'espère qu'il y aura des gros événements, j'espère que les danseurs seront payés un jour, j'espère qu'il y aura des contrats, voilà, comme ça il n'y aura pas de bide juridique et puis les gens ils pourront se retourner contre les organisateurs contre les danseurs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des danseurs des fois qui plantent, donc c'est un peu gênant aussi pour l'organisateur. J'espère que plus tard, les Big Girl League en France il va évoluer, parce que le Big Girl League en France, alors lui c'est un peu délicat, voire pire. Donc j'espère qu'il va vachement évoluer. J'espère qu'on aura une nouvelle génération de kids, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui administrent les nouvelles générations, comme Didier Bocco, enfin quand je dis, bon, je sais pas, je vais dire son nom de famille, voilà, Jacket, Louis Jacket, Naïm de Mars, Brick de Mars, Jawad, certainement Vagabond Lame aussi à un moment. Qui d'autre que je pourrais donner Breaking School. Breaking School évidemment. Enfin, il y a plein de structures qui émettent les nouvelles générations. Mais après ça dépend. Ces nouvelles générations, ils viennent et grandissent avec cet esprit de consommation ou de culture hip-hop. C'est pas la même chose. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. J'espère qu'il y aura toujours ce respect entre les jeunes et les anciens. C'est important. Moi, j'arrive à un certain âge, j'estime qu'on peut pas me manquer de respect pour tout ce que j'ai fait dans la culture hip-hop. Et moi, je suis un mec, demain au défi, je me lève, j'y vais, tout simplement. N'importe qui, je me lève. Je trouve après que c'est honteux quand les mecs viennent me défier, je trouve que c'est honteux pour eux, mais je vais y aller quand même. Tu vas quand même. J'y vais parce que c'est une question d'honneur, j'ai le code de l'honneur du b-boy, j'y vais, il faut se lever, faut y aller. Mais je pense qu'à un moment donné, à nos âges, dans nos eaux, on mérite d'être un peu plus tranquille. Je pense. D'accord. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, pour la nouvelle génération, arrêtez de croire que demain vous serez des superstars du break. Allez plutôt à l'école, faites vos études, voyez ça comme un hobby. Voilà. Si vous voyez que vous avez des vraies capacités, tuez-vous. Mais si vous sentez que ce que vous faites, c'est bien, mais que vous n'êtes pas non plus le nouveau génie étant moderne, vous n'allez pas être le mec, le génie dans la lampe, si vous sentez que vous n'êtes pas le mec le plus monstrueux de votre génération, peut-être qu'il ne faut peut-être pas mettre tous ces dans le même panier. Donc à un moment donné, c'est peut-être plus utile peut-être de partir avec un bagage. Parce que on va dire que les battles ne nourrissent pas leur homme. Donc à un moment donné, il faut être suffisamment intelligent pour se dire, parce qu'après on devient vindicatif, on devient aigri par rapport à la culture. Et on commence à dire, mais pourquoi c'est lui, voilà, ce genre de choses. Parce que quand tu as un travail à côté, tu as du recul, et si t'es pas employé, c'est pas grave, c'est ton travail, donc ça veut dire que tu es déjà plus zen. Moi dans ma vie, je suis zen, je suis apaisé, je suis tranquille, je suis bien avec tout le monde. J'ai aucun. Enfin, c'est-à-dire que je suis un peu un teubé, quoi. J'aime un peu tout le monde. Tu vois, je suis un mec, j'aime bien tout le monde, et je vais toujours trouver une part d'humanité chez les gens. Voilà. Mais je suis pas aigri. À aucun moment, j'ai pas d'animosité avec qui que ce soit. Je peux m'asseoir avec n'importe qui, discuter. Et s'il me prend ses excuses, j'accepte. Si je lui prends ses excuses, faut qu'il accepte aussi. Voilà. Pour ceux avec qui j'ai des problèmes, mais j'ai très peu de problèmes. Vous allez avoir 5-6 personnes qui m'apprécient pas réellement. Mais sinon, on s'entend bien avec 99,9% des gens. On peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. On peut pas plaire à tout le monde. Non, mais moi j'essaie d'être une bonne personne. Sauf quand je danse. Quand je danse, je suis vulgaire. Donc j'évite de danser constamment. Comme ça, au moins, voilà, je veux pas être un exemple pour les gens quand je danse. J'évite, vaut mieux. Parce que je connais ma personnalité. Et pour ça, je suis ingérable. Donc j'évite de danser, je danse jamais. Comme ça, tout le monde est content. Ok, parfait, merci Yuval. Peace.